Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, je reçois Gaëtan de Smet. Salut Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour à toi Xavier. Moi c'est Gaëtan de Smet, donc je suis ingénieur en développement web et en plus de ça, j'ai une autre activité qui est l'enseignement. J'enseigne soit dans des bootcamps ou des fois dans des écoles d'ingé. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Ok, et donc ça va être vraiment le focus de cet épisode de podcast, c'est comment est-ce qu'on fait pour enseigner à des étudiants qui sont en télétravail, parce que tu disais que tu avais fait les deux, tu avais fait à la fois du présentiel et du remote. Donc on va essayer dans cet épisode de décortiquer un petit peu les bonnes pratiques, ce qui marche pas dans l'enseignement à distance. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que je sais que t'as enseigné dans plusieurs types de structures différentes. T'as fait la fac, t'as fait aussi des méthodes plus en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes méthodes que t'as testées ? Alors, les différentes méthodes que j'ai testées. Alors, j'ai fait ce qui pourrait s'apparenter à du coaching. Donc, en individuel, c'est typiquement, on se connecte sur Skype et on discute, on partage notre écran. En gros, c'est un cours particulier, sauf qu'au lieu d'être en présentiel où on va montrer une feuille de papier ou un écran d'ordinateur, là, on projette l'écran et on discute. En plus, maintenant, avec les outils de développement, je peux prendre le contrôle d'une machine ou inversement, l'étudiant peut prendre le contrôle de ma machine et on peut coder à quatre mains et on peut discuter sur des concepts. Donc là, c'est vraiment une approche coaching. Ou sinon, avec le Covid, j'ai eu en charge une classe de Bac+4, donc en école d'ingé, où on a fait un mode un peu hybride. Comme les conditions sanitaires n'étaient pas forcément très favorables, on a eu une partie des cours qui étaient en présentiel, donc pour tout ce qui était TP, et on avait une partie du cours qui était plus... on va dire en remote, où là c'était des cours magistraux où donc je leur expliquais la même chose que si j'étais dans un amphithéâtre. Donc là, typiquement, on va se connecter à des outils comme Teams et moi je vais partager mon écran, je vais leur raconter le cours, je vais leur raconter des expériences là-dessus. Donc là, on est plus dans un cours magistral. À la limite, ça ressemble un peu à une vidéo YouTube. À cela qu'il y a un peu plus d'interaction, les étudiants peuvent poser des questions, peuvent m'interrompre. Donc, c'est vraiment une transposition d'une salle de cours dans un logiciel comme Teams. Ok, et du coup, t'avais quand même des questions-réponses des étudiants. Donc, c'était des questions par chat ou est-ce que t'avais des questions en visio ? Alors, pour te dire, je pense que ça, c'est l'un des exercices les plus durs que j'ai eu à faire dans l'enseignement, d'avoir une classe entière complètement en remote, dans le sens où les gens ils éteignent leur caméra, ils éteignent leur micro, il n'y a pas de bruit de fond, tu vois. Là j'ai un casque anti-bruit de fond. Quand mes étudiants étaient là, en réalité je parlais tout seul et les gens n'osent pas forcément ouvrir leur micro, donc des fois tu parles pendant un quart d'heure tout seul, t'as pas de feedback, tu vois pas la tête des gens, donc c'est très difficile. Mais ça pouvait aller de l'étudiant qui ouvre son micro et qui dit j'ai une question. Ou par exemple, dans certains outils comme Google Meet, tu peux lever la main et je donne la main à la personne, ou carrément tu as le chat qui est complètement asynchrone. Ok. Et du coup, effectivement, ça doit être très très compliqué de faire des cours pendant de longues minutes sans avoir aucun feedback. Comment est-ce que tu arrives à t'assurer que ce que surtout sur du contenu théorique en plus, parce que tu disais que les TP, donc les travaux pratiques étaient en présentiel, mais que ce que tu avais déporté ce que la fac avait déporté en remote, c'était tout ce qui était de l'information descendante. Comment est-ce que toi t'arrives à t'assurer que ce que tu avais passé était compris ? Alors moi, c'est une méthode que j'utilise qui est très proche des lives YouTube ou du stream.
Twitch. C'est vraiment, tu demandes aux gens des feedbacks de façon explicite. Tu leur dis, est-ce que vous avez tous bien compris? Et tu espères que si quelqu'un n'a pas compris, il va le dire. Après, c'est ce qui est assez difficile, c'est que il est très difficile quand tu es en remote d'avoir des feedbacks. C'est quelque chose que les gens sont pas habitués, c'est pas naturel. Et donc, il faut vraiment aller le chercher. Il faut vraiment être très insistant sur dire est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris. Essayer, dès que tu as une petite interaction, et c'est la même chose si tu faisais ça en direct, dès que tu as une petite interaction, tu essaies de l'attraper au vol et tu essaies d'interagir avec ça, de modifier ton cours dans cette direction-là, quoi. Ok. Et donc ça veut dire essayer de récolter le maximum de feedback possible en posant des questions et en espérant avoir des réponses, quoi. Est-ce qu'il y a des fois où tu étais vraiment dans le flou et tu leur as dit écoutez là, donnez-moi du feedback parce que je sais pas du tout où vous en êtes et tout ça. Il y a des fois où c'était difficile. Bah ouais, alors c'est pas réellement comme ça, c'est juste que tu dis quelque chose et comme imagine, tu dis une phrase et t'as un blanc. Ouais. Donc tu sais pas si le blanc tu interprètes ça tout le monde j'ai tout compris et ça a été très clair ou j'ai rien compris et ça a vraiment été j'ai vraiment rien compris et c'est vraiment l'explication qui est pas correcte. Que quand tu es dans une salle de cours, par exemple, tu as la tête des gens. Tu vois, tu as des informations qui sont données par Le la non-verbal. gestuelle, le non-verbal. Et quand tu es devant un écran, alors on pourrait en parler très longuement de cette partie-là, c'est que c'est plus compliqué quand tu as la caméra des étudiants qui est éteinte, leur micro qui est éteint, ça t'as vraiment un blanc. Et ce qui peut être aussi important, c'est ta gestuelle. Alors moi, il y a un truc qui m'étonne et on le voit là, tes auditeurs ne le voient pas parce que ça va être que du son. Mais tu vois, naturellement, moi, j'ai une tendance à essayer de maximiser l'écran, la taille que je vais prendre. Je suis en train de bouger énormément. Tu vois, tu essaies de capter l'intention en bougeant, en faisant des mouvements, en vraiment étant le plus intéressant possible et vraiment attraper l'intention des étudiants. Que tu vois, quand t'as pas l'habitude, bah tu serais plus dans une position où t'es complètement statique. Ouais. Donc t'as plein de stratégies à mettre en place pour pouvoir être sûr que les gens ont bien compris, être captivant et vraiment essayer de t'impliquer dans la conversation, dans le sens où c'est aussi difficile pour eux d'entendre quelqu'un parler pendant 2 heures. Alors si je parle de façon complètement monotone, sans rien bouger, c'est vraiment compliqué. C'est un débat qu'on a eu plusieurs fois sur ce podcast, de savoir si oui ou non il fallait, par exemple, allumer la caméra pendant les calls. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui aiment pas avoir une cam parce que ça les embête, et puis ils peuvent pas faire autre chose typiquement. Et moi je sais que toi là, justement on est en train d'enregistrer le podcast, je n'enregistre que le son, mais à chaque fois je mets la vidéo et si mes invités n'ont pas la vidéo, je demande de la mettre parce que effectivement ça permet de voir aussi mes questions si elles ont un sens ou pas. Enfin on arrive à capter beaucoup de non-verbal. Moi je suis très fan de la caméra même si des fois effectivement c'est un peu pénible, mais je comprends tout à fait qu'en remote sans avoir de caméra ni de micro ça doit être très difficile. Et moi je pense qu'en fait je le demanderais. Je sais pas si t'as essayé de le demander bêtement ou de pas de l'imposer peut-être, mais Moi, je l'ai pas demandé parce que je trouve que pour des étudiants, bah ça, c'est surtout pour une classe, t'as pas forcément envie que tout le monde se regarde en permanence et ça n'apporte pas grand-chose en soi. Là où quand je fais du coaching, je demande aux gens d'avoir la caméra. Le seul moment où je dis aux gens vous coupez la caméra, c'est quand un de nous deux a une connexion pourrie. Parce que là, tu peux vraiment créer du lien. Tu es vraiment dans une relation où tu vas créer du lien comme tu discuterais avec une personne en face de toi. Et c'est ce que je te dis, c'est pareil quand on fait une conversation 1-1. Là, ça a vraiment un intérêt que tu sois vraiment, tu dois bouger, tu dois essayer de prendre de l'espace, tu dois parler rapidement. T'as quand même plus d'investissement que dans une relation où tu es en présentiel, où tu peux juste bouger un tout petit peu. Là, par exemple, on se voit sur un tout petit écran, donc chaque mouvement que je dois faire pour que tu puisses les voir doivent être un petit peu exagérés. Mes expressions faciales doivent être un petit peu exagérées pour vraiment que je puisse te transmettre quelque chose. Ok, et alors sur les sessions bootcamp, tu faisais à la fois du pratique parce que tu nous as dit que tu faisais par exemple du pair programming, donc du code à 4 mains. Est-ce que tu faisais aussi de l'enseignement plus théorique sur les bases du langage ou des choses comme ça?
Est-ce que tu faisais les deux ou est-ce que c'était vraiment très très pratique? Alors c'était plus du coaching. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi des fois ça m'arrivait d'avoir des étudiants qui viennent me voir et qui me disent bah sur ce point du cours D'accord. j'ai pas compris. Donc là c'est un petit cours particulier où je reprends le cours, je pose des questions, j'essaie de voir comme ferait un professeur en présentiel, de dire bah voilà t'as pas compris ça, pourquoi t'as pas compris, si tu veux je te remonte, je te fais une démo, je te dis à quel endroit il faut vraiment que tu fasses attention. Donc c'est vraiment la même chose qu'en présentiel, sauf que bah c'est numérisé et tu as des règles supplémentaires qui sont bah il faut vraiment s'impliquer dans la conversation. Mais ça c'est tu serais en présentiel, tu le ferais aussi quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et après tu as d'autres mécanismes qui sont plus j'ai des étudiants qui développent des projets, ils sont bloqués sur un point parce que c'est pas forcément dans le cours ou ils ont essayé d'assembler tout ce qu'ils ont vu dans le cours, ça s'assemble pas bien, et là on prend 5 minutes, on fait vraiment du peer programming. Donc dans le développement informatique, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, ancré dans les développeurs de travailler à quatre mains. Tout le monde travaille à quatre mains, quatre yeux. C'est quelque chose qui est dans le métier. Même moi, ça m'arrive souvent de travailler avec 3 développeurs. On travaille sur le même code au final. Et tu vas d'ailleurs des fois plus vite que même si tu travaillais tous les 3 sur des codes différents, bizarrement. J'ai une question peut-être parce que dans le dernier épisode de podcast ou l'avant-dernier avec Olivier Binet, il disait que donc ils ont monté une startup tout de suite en remote et lui me disait que la contrainte numéro 1 qui venait avec cette boîte en full remote, c'était de n'embaucher que des seniors, donc que des gens avec beaucoup d'expérience. Et il se refusait en fait d'embaucher des seniors et encore pire peut-être des stagiaires ou des gens en alternance. Est-ce que toi t'as eu à former des gens, parce que là tu me disais des bac+4, donc c'est pas vraiment des débutants dans le code on va dire, c'est des gens qui ont déjà quelques années d'expérience, même s'il y a des années d'expérience d'étudiants. Est-ce que t'as eu à former des gens vraiment très juniors ou qui commençaient vraiment le code, et si oui, comment est-ce que t'as géré ça? Oui, alors quand je m'occupe de personnes qui sont en bootcamp, pour donner une idée du profil des personnes, c'est des gens qui avaient soit qui ont juste le bac et qui veulent faire une formation comme on ferait un BTS ou un bac+3, bac+4, bac+5, mais qui disent je fais un bootcamp en 6 mois, j'aurai un boulot. Ou t'as des personnes, avant ils avaient un autre métier, ils étaient infirmiers, ils étaient commercial et ils veulent faire une reconversion. Donc en général, ce type de profil là et sont des personnes qui n'y connaissent rien. Et idéalement, des fois, t'en as certains qui bricolent un petit peu. Donc tu dois vraiment passer de cette étape de 0 à 1 qui est assez différente avec des bac+4 en spécialité informatique, parce que là qui sont en bac+4, c'est déjà des brutes Pas vraiment débutants. Du coup, sur les débutants, qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de casser les barrières qui peuvent venir avec je ne connais pas du tout le truc sur lequel je vais être formé. En plus, je suis en télétravail et je connais pas non plus le formateur. Donc le début doit être probablement assez compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la période la plus difficile. Comment est-ce que tu gères ça? Alors déjà il y a plusieurs façons de faire. Alors moi celle que j'utilise déjà quand on commence une formation, t'as toute une partie de icebreaker. Tu te présentes, tu essaies de comprendre l'étudiant. Moi je pose toujours la question pourquoi on est en train de discuter ensemble, pourquoi t'es motivé à devenir développeur, parce que il y a des profils, il y a des gens soit c'est on va dire des geeks dans l'âme, ou il y a des gens c'est parce que ils ont un boulot pourri et ils aimeraient bien avoir un métier qui selon eux sera mieux. Donc c'est vraiment d'essayer de cerner l'étudiant. Tu as aussi toute une partie qui est de rassurer la personne, parce que c'est quand même impressionnant quand tu as des profils, ils ont tout quitté, certains ont des enfants, et tu dois leur dire bon, j'ai 6 mois pour faire de toi un développeur, donc tu as toute une partie pour rassurer la personne. Donc, et c'est pareil, c'est très différent de rassurer une personne quand tu l'as en face de toi que quand tu l'as à travers un écran. Tu vois, donc déjà alors c'est-à-dire dans le sens où
il y a moins d'implication des deux parties. C'est que l'écran c'est très bien parce que là, on est au calme, t'es chez toi, je suis chez moi, on est même sur deux parties de la planète différentes. Et il y a tout ça, mais à côté de ça, je peux pas te toucher, je peux voir tes micro-expressions de visage. J'ai un peu de mal parce que l'image elle est pixelisée, ce genre de truc. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu dois faire un effort d'être un peu plus présent que tu le serais dans la vraie vie, quoi. Ok. Après, voilà, si on reprend à la partie pédagogique, après, tu n'es pas très loin de la façon dont tu ferais normalement en présentiel. C'est que tu as un parcours pédagogique qui doit être progressif, quoi. Tu dis pas aux gens, on va coder le nouveau Facebook en jour 1, quoi. T'attends 3 mois avant de lui dire, bah maintenant, on va coder un truc qui ressemble à un Facebook-like. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette peur qu'ont beaucoup d'entrepreneurs de recruter des juniors en remote? Est-ce que tu penses que c'est justifié, ou est-ce que tu penses qu'avec une méthode à peu près appropriée, tu peux réussir à onboarder des juniors? Alors, je pense que c'est tout à fait possible, mais ça dépend vraiment du mindset. Et je pense que c'est un peu toute la philosophie de ton podcast. C'est que il y a des gens, le remote, ils kiffent. Typiquement, je pense que toi et moi, on est dans cette catégorie-là. Moi, je ne me vois pas retourner dans un bureau. Si la philosophie de l'entreprise n'est pas de onboarder des juniors déjà en présentiel, elle le fera pas plus en remote parce que c'est encore plus dur. Donc, c'est vraiment, il faut matcher des entreprises qui sont prêtes à le faire, qui ont les compétences pour le faire, avec des juniors qui sont prêts à travailler en remote. Donc, déjà, une fois que tu mets ces 3 critères ensemble, bah, c'est pas si facile que ça de trouver. Parce que là, les entreprises en question que j'ai interviewées sur le podcast, c'est pas qu'elles ne voulaient pas. Je pense que c'est qu'elles avaient clairement peur de se dire, en fait, ça va être trop de boulot, tu vois, parce que elles ont déjà le mindset remote, toute la culture remote. C'est des boîtes qui sont celles auxquelles je pense sont créées en remote, donc elles ont déjà, tu vois, toute la couche à la fois culturelle et technique pour onboarder des gens. Ils le faisaient typiquement Finom, que j'ai eu dans l'avant-dernier podcast. Ils onboardaient presque une personne par semaine, donc tu vois, c'était quelque chose qui roulait vraiment. Mais en fait, il y avait vraiment cette peur de se dire, si je prends un mec qui sort de l'école, typiquement ton étudiant bac+4 qui est une brute, si je le prends maintenant, en fait, je vais devoir passer trop de temps à gérer vraiment la question remote, en plus de le former au métier, et en fait, ça va me faire perdre du temps. Et donc, je suis d'accord avec ça, et je pense qu'il y a une double peur. Alors la première, qui est pas liée forcément au fait qu'on soit en entreprise. Si tu as sur ce podcast des personnes qui font du recrutement, ils vont t'expliquer que déjà les juniors, quoi qu'il arrive, de toute époque, c'est toujours un risque que tu introduis dans le projet. Et en plus de ça, il faut avoir des personnes qui ont une fibre pour former les juniors. Et en plus, moi je pense que dans le métier du développement, les gens qui sont bons en formation, il y en a pas tant que ça. Donc déjà, si tu enlèves l'équation remote, bah déjà c'est déjà compliqué à la base. Et moi je le vois avec tous mes étudiants, que leur premier job, ils ont toujours du mal à le trouver, que ça soit en remote ou pas. C'est que bah on a du mal à faire entrer les juniors dans l'entreprise, pas parce que on n'est pas capable de les accueillir, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on soit capable de les former correctement. Et au final, quand tu prends un junior, tu rajoutes du risque à un projet. Parce que ton senior qui va devoir le faire monter en compétences, bah, s'il n'y arrive pas, bah, il a perdu son temps, il a perdu le temps du junior, et en plus, le projet n'avance pas. Et par rapport à ça, si tu rajoutes l'équation du remote, donc en gros, sur une équation qui est déjà très difficile à équilibrer, tu te retrouves à rajouter une difficulté supplémentaire. Donc c'est pour ça que les entreprises vont prendre des seniors, parce que des seniors qui ont déjà travaillé en remote, tu sais que ça va marcher. Est-ce que tu es en train de me dire que former un junior de base, c'est passer beaucoup de temps avec lui pour lui expliquer le métier et puis l'entreprise en général, en présentiel, et qu'en plus, la méthode qui fonctionne le plus pour former quelqu'un, c'est aussi du one-to-one, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire,
qu'en gros, pour former un junior qui en plus est en remote, ça veut dire avoir à la fois du temps one-to-one pour le former au métier comme on le ferait en présentiel, plus du temps one-to-one parce que c'est du remote, et donc ça va demander encore plus d'efforts, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça, et c'est aussi que tu dois mettre plus de commitment. Il faut vraiment que tu t'impliques beaucoup plus parce que, comme je te disais, c'est pas aussi facile que d'être en présentiel. Tu rajoutes quand même une petite difficulté qui est pas insurmontable. Hein, c'est juste que le développeur qui va devoir former un junior en remote, je pense qu'à la fin de la journée, il sera un peu plus fatigué que s'il avait fait en présentiel. Ouais. Et après, il y a toute une histoire. On a l'habitude de former les gens en présentiel, on a moins l'habitude de le faire en remote. Ouais. Et alors du coup, toi qui as une activité de formateur en plus de ton activité principale, est-ce que toi tu prendrais des juniors en remote pour bosser avec toi ou pas? Alors, ouais, moi je pousse toujours pour prendre des juniors de tout temps, même quand j'avais eu mon diplôme d'ingé, 6 mois après avoir eu mon diplôme d'ingé et que j'étais dans une équipe, j'avais déjà un stagiaire. Parce que, D'accord. alors ça c'est mon côté, c'est que en tant qu'ingénieur, je pense que tous les ingénieurs devraient transmettre leur métier. C'est ma philosophie. Après, on peut être d'accord ou pas être d'accord avec moi, parce que à un moment ou un autre, si on fait le raisonnement, on embauche que des seniors. À un moment ou un autre, les juniors, il va falloir les faire rentrer Ouais. pour avoir les futurs seniors. Donc c'est vraiment ça. Et en plus de ça, les personnes qui vont prendre des juniors, ça fait travailler les soft skills. Moi, je vois depuis que je fais cette double casquette, bah la partie expliquer à mes collègues, même qui sont seniors, quelque chose, bah je suis beaucoup plus au clair sur comment leur expliquer, comment simplifier le problème, comment vraiment le faire de façon beaucoup plus efficace. Et comme maintenant je travaille qu'en remote, bah je peux résumer un collègue qui parle pendant 10 minutes, je peux résumer ce qu'il a dit en 2 phrases. Ok. Et c'est vraiment, ça va faire gagner des compétences aux juniors, mais en plus aux seniors qui vont essayer de les former. Mais pas forcément ce qu'on attend, ça va pas leur faire gagner des compétences en hard skill, et encore que, je pense que si. Mais ça va faire gagner des compétences qui seront bénéfiques sur le long terme à l'entreprise. D'accord. Intéressant. C'est intéressant comme point de vue. Donc là, tu es même plutôt à l'opposé de ça. D'ailleurs, non seulement il faut embaucher des juniors, mais ça va nous aider. Donc, il faut être moteur sur l'embauche de juniors, que ce soit en remote ou pas, quoi. Intéressant. C'est ça. Et je pourrais même aller plus loin que ça. Parce que les entreprises sont proches de leurs sous. Ça coûte beaucoup moins cher de former un junior que d'embaucher un senior. Ouais, mais ça vient avec du risque aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça vient avec du risque, peut-être plus qu'avec un senior. C'est ça. Après, c'est toute une équation à essayer de résoudre. Alors, j'avais une question sur justement parce que moi, j'ai eu une stagiaire il y a pas longtemps qui est ultra junior, le profil que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire reconversion professionnelle, qui du coup cherchait un nouveau métier et du coup cherchait son premier stage. Et je l'ai pris en télétravail. Et en fait, j'ai été super surpris parce que ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'était quelqu'un qui avait 39 ans et je sais pas trop, c'était une junior dans le code, mais qui avait quand même de la maturité, on va dire. C'est quelqu'un qui était joueur aussi, beaucoup. Donc, je pense qu'il avait l'habitude de à la fois organiser des trucs avec des gens, monter des choses à distance, tout ça. Et du coup, j'ai plutôt tendance à penser la même chose que toi, me dire en fait, un junior, si tu arrives à trouver le bon, on va dire, ça peut le faire. Et alors, est-ce que toi, sur les gens que tu as formés, est-ce que tu arrives à voir une topologie de personnes? Est-ce que les gens sont tous les mêmes? Est-ce que c'est tous des gens qui sont motivés par le remote quand ils arrivent chez toi, quand ils arrivent typiquement sur tes bootcamps? Est-ce que c'est toujours un peu le même type de personnes ou est-ce que tu as des gens vraiment différents et qui finalement se sont convertis par exemple au remote à la suite de ton bootcamp et qui étaient pas du tout motivés par ça au début? Ou quelle est la topologie de tes étudiants? Alors, je pense que les étudiants qui s'orientent vers des cursus totalement en remote, c'est souvent pour un côté pratique. C'est moi, Ouais. les personnes avec qui j'aime le plus enseigner sur des personnes en reconversion, c'est les gens, c'est
hommes ou femmes, qui ont 2 enfants, parce que c'est des gens, comme tu disais, qui ont une maturité intellectuelle que t'as Ouais. pas sur je vais dire un gamin de 18 ans. Ok. Vraiment, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, qui voient bien que s'ils échouent, c'est leurs gosses qui n'auront pas à manger à la fin du mois, et donc il y a vraiment énormément d'énergie qui dans la formation. Moi, c'est des gens avec qui j'adore travailler, et c'est vraiment très agréable parce que souvent, c'est des gens en 6 mois, c'est des machines de guerre. Hein. C'est des gens, ils partent de zéro, et souvent, moi, tous ceux que j'ai vus dans ce profil-là, à la fin, c'était vraiment des machines, et ils prenaient du remote parce que c'était quelque chose, ils avaient envie de profiter de leurs enfants, certains avaient même des jobs à côté, donc ils voulaient gagner un maximum de temps dans les transports en commun. Ouais. Et un point qu'on n'a pas parlé, c'est avoir, quand tu habites à Trifouilly-les-Oies, avoir un prof qui te donne un cours particulier, qui donne aussi des cours à l'université, bah c'est compliqué parce que à Trifouilly-les-Oies, il n'y a pas d'université. Ouais. Donc, C'est un point que je connais bien parce que moi j'habite à Trifouilly-les-Oies. Enfin, j'habite en Martinique où typiquement la plupart des gens qui veulent faire un bac plus 4, c'est-à-dire au-dessus du bac plus 2, ils s'en vont, ils partent en France pour faire leur truc et souvent ils ne reviennent pas. Donc il y a un vrai sujet dont on parlait sur un épisode précédent. Il y a un vrai sujet démographique presque ici. Et ça fait partie des choses pour lesquelles j'essaie de me battre. C'est de me dire en fait, effectivement, que ça soit à la campagne, dans des pays étrangers, dans des territoires isolés comme les dom-toms, ben en fait l'enseignement remote et le travail en remote, ça a un vrai sens parce que les gens ont plus besoin de se déplacer, d'aller faire 8 heures de train pour passer de la Dordogne à Paris, aller chercher un boulot. Il y a un vrai sens de relocalisation ou d'arrêter l'exode vers les grosses métropoles qui avaient du boulot, quoi. c'est ça. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. L'un de mes premiers étudiants était à La Réunion. Bah, à La Réunion, je suis pas sûr qu'il y ait Voilà, une okay. université pour le développement informatique. Et pourtant, ce qui est assez rigolo, c'est que à 100 km, t'as l'île Maurice, qui est vraiment un pôle de développement web. Oui, non, je pense que alors, la Réunion, je sais pas exactement, mais j'imagine que c'est la même chose, c'est les mêmes problématiques. C'est-à-dire que si tu veux une formation rapide, tu arrives peut-être à trouver, mais si tu veux une formation un peu poussée ou typiquement les métiers du numérique, il y a pas grand-chose. Et même après sur place, l'écosystème, je connais pas bien l'écosystème réunionnais, mais ici l'écosystème martiniquais, si tu veux trouver du boulot de développeur ici, c'est difficile, et le boulot que tu trouves est pas très excitant, quoi. Donc il y a un vrai sujet à mettre du remote à faire venir le remote, à former les gens à travailler en remote déjà. Au-delà de les former à devenir des développeurs, et puis ensuite à leur trouver du boulot sur place plutôt que de les faire bouger, quoi. Bah, c'est ça. Et même, moi, ce que je trouve intéressant à ça, et on en parlait un petit peu en off, c'est que si l'avenir du développement est en remote, bah, autant former les gens directement en remote, quoi. Ça les entraînera à développer leurs compétences, on va dire, de soft skills, à travailler en remote. Et travailler Ouais. en remote, c'est pas la même chose que de travailler dans un bureau. Non, clairement pas. Clairement pas. Ok, très intéressant. Je finis toujours ce podcast avec la même question que je modifie un peu en fonction des épisodes. Quel conseil tu donnerais à un formateur qui veut lancer une formation en remote ou qui veut accueillir ses premiers étudiants qui sont en télétravail, par exemple? Alors, je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est quand vous avez un étudiant, essayez de donner le maximum de vous-même et essayez d'occuper l'espace au maximum. Là, je suis en train de faire des grands gestes avec mes bras, mais vraiment, euh, essayez pas de faire, de pas bouger comme un podcaster. Essayez vraiment de rentrer le plus dans la conversation possible, parce que il y a une barrière. L'écran fait quand même barrière. Je pense que si vous voulez transmettre des connaissances à quelqu'un, l'écran fait quand même barrière, donc il faut outrepasser ça et vraiment essayer d'être être très expressif. Si j'ai un exemple à donner, allez sur Twitch, regardez les streamers les plus on va dire les plus mainstream, et vous allez voir que les mecs, ils ont énormément d'expressions faciales et pourtant ils arrivent à faire passer un maximum d'émotions. Alors, et du coup, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais t'as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu vulgarises
le métier de développeur ou le développement en général. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Est-ce que ton activité de YouTuber, de faire de la vidéo, ça t'a aidé dans ton métier de formateur aussi, notamment dans tout ce côté peut-être énergie et tout ça? C'est ça. Moi, j'essaie toujours de faire des choses qui sont cohérentes entre elles. Alors, on pourrait faire un petit historique. Je suis devenu formateur parce que j'adorais mon métier d'ingénieur en informatique et je voulais transmettre mon savoir. J'ai monté ma chaîne YouTube parce que mes étudiants me posaient toujours la même question et répétaient 8 fois la même question. J'ai créé une chaîne YouTube. Ce qui fait que ça a augmenté ma capacité à m'exprimer, à simplifier ce que je veux faire, ce qui a alimenté aussi les cours que je fais en remote, ce qui a amélioré ma capacité. Maintenant, je fais des lives. Donc, ça a amélioré ma compétence à répondre en live aux personnes. Et inversement, cette partie-là me donne aussi un accès à tout ce qui est conférence, de dire, OK, il y a 100 personnes sur le stream, allez, vas-y, on se lance. Donc, et tout ça se réalimente dans mon propre métier parce que ça m'est arrivé, on m'a dit, on a besoin de faire une présentation, je te laisse 45 minutes pour parler 40 minutes. Et oui, c'est chaud. J'ai fait OK. J'ai fait OK parce que ces compétences-là en live, que ça soit sur Twitch ou YouTube, tu les acquiers et en gros, tout peut se ramifier. Et je pense que si vous voulez développer des compétences en soft skills, donner des cours, c'est la meilleure façon de le faire, que ça soit en présentiel ou en remote. Ouais, et même sur le hard skill en fait, parce que pour enseigner quelque chose, il faut que tu le maîtrises vraiment. Et des fois, l'appliquer, c'est pas forcément le maîtriser vraiment. Et donc, devoir l'enseigner, c'est vraiment la meilleure façon aussi d'apprendre soi-même, je trouve, ou de creuser, de maîtriser vraiment, quoi. Ouais, et ça pourrait être un podcast à part entière, mais moi j'ai vu que ma courbe d'apprentissage depuis que je donne des cours, elle est exponentielle parce que donner des cours, ça oblige de comprendre quelque chose, mais de le comprendre encore mieux pour pouvoir le simplifier, pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et c'est l'apprentissage est quelque chose qui est fascinant et moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît et on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire quand on enseigne à quelqu'un. On voit souvent le professeur dans une classe mal chauffée, mais en réalité, moi j'ai beaucoup de respect pour eux et c'est quelque chose de très compliqué et ça permet de grandir soi-même et de faire grandir les autres. Ouais. Écoute Gaëtan, merci beaucoup pour cet épisode, c'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si on a des questions à te poser ou si on veut peut-être regarder tes vidéos YouTube? Et vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc à Gaëtan de Smet, ou sinon vous pouvez me retrouver sur la chaîne JavaScript Academy. Et là, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Ok, écoute, je mettrai les deux liens dans la description du podcast. Merci beaucoup Gaëtan pour cet épisode, c'était vraiment super cool. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.